Bienvenue dans Eau de Vie, le podcast qui vous emmène à la découverte de l'univers des spiritueux, des vins et du monde de la boisson en général. Je m'appelle Louis-Marie et je suis le cofondateur de Speakeasy, un média qui vous emmène explorer les actualités de ces univers passionnants. Dans Eau de Vie, on part à la rencontre de celles et ceux qui imaginent ce que nous buvons. On parlera histoire, savoir-faire, terroir, création ou encore passion pour en apprendre plus sur ce qui se trouve au fond de notre verre. Mais avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la meilleure des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute! Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Gauthier Supply. Tu es ambassadeur pour les marques du groupe White & Mackay, dont une très belle marque, et notamment une très belle distillerie écossaise qui est Fettercairn. Bonjour Gauthier. Bonjour tout le monde. Alors écoute, je suis très content d'échanger avec toi aujourd'hui autour de ton parcours et de ton métier d'ambassadeur. On se connaît bien, on a beaucoup de choses en commun, notamment l'intérêt et l'amour pour de belles boissons et de belles histoires. Peut-être pour rentrer déjà dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Est-ce que tu as toujours évolué dans le monde des spiritueux ou comment c'est venu? J'ai un parcours qui est assez atypique en fait au final, puisque je suis pas venu directement dans le monde des spiritueux, dans le monde des vins ou des spiritueux hein, de manière générale. En fait, je suis normand à la base et j'ai commencé par faire une licence de droit. Donc j'ai validé par la suite, mais c'est durant mes années de licence où j'ai commencé à développer un intérêt pour les vins et les spiritueux. En fait, j'ai fait des rencontres, des personnes qui, elles, avaient été éduquées déjà par ça, parce que dans ma famille, on n'est pas forcément très très axé vins et spiritueux. Et j'ai rencontré des personnes dont la famille, par contre, elle, était vraiment dedans, donc qui m'ont éduqué aussi à leur tour. Jusqu'au jour où j'ai eu l'occasion de participer à ma première masterclass, en fait, cette fois-ci, en tant que participant, où du coup j'ai rencontré Philippe, un caviste à Rouen, qui a fermé depuis malheureusement, mais du coup Philippe en fait était très très passionné par les whiskies et nous avait proposé à 4 copains de participer à un atelier masterclass pour découvrir un petit peu plus ce milieu-là, parce que moi je le connaissais pas du tout hein, au final. Et on a passé 2 heures ensemble où sa passion a parlé pour lui, on a goûté des choses. J'ai encore ma première bouteille de whisky que j'avais acheté ce soir-là, elle trône fièrement sur ma cheminée. C'était quoi? C'est un Teeling Small Batch. Et, voilà, bon, je commençais, hein, donc je connaissais pas forcément encore à ce point-là le monde des spiritueux, mais j'avais 18 ans, j'étais encore tout jeune. Et Philippe du coup nous parle de cette passion, de son amour qu'il a, et je me dis waouh, il y a sûrement, c'est hyper intéressant, je pense qu'il y a plein de choses à voir dedans. Donc en dehors de mes cours de droit, je commençais à me renseigner beaucoup plus sur les vins, sur les spiritueux de manière générale, au point où j'ai commencé à lâcher les bouquins de droit pour ouvrir plutôt des bouquins justement sur le vin, le whisky. Et puis à la fin de ma licence, du coup, je me suis dit bon, il faut que je fasse un choix. Est-ce que je continue en droit ou est-ce que je m'arrange pour pouvoir travailler dans le milieu qui me passionne au final. Donc je suis parti à l'INSEC à Bordeaux, où du coup j'ai fait un master en marketing des vins et des spiritueux. Donc là ça a été très chouette puisque c'était un master qui était en anglais uniquement, donc j'ai rencontré des personnes qui venaient d'autres pays, de Californie, d'Allemagne, enfin voilà, qui du coup m'ont expliqué un petit peu aussi leur vision. C'était hyper enrichissant personnellement. J'ai rencontré d'autres personnes encore, dont une qui m'a permis de mettre vraiment mon premier pied dedans, puisque D'accord. Tous venaient, avaient déjà fait une formation en fait dans ce milieu-là. Moi non, j'étais le seul juriste du coup de formation, alors que tout le monde connaissait très très bien ce que c'était que la chaptalisation ou autre. Moi j'avais 2-3 notions, mais c'était avec des livres. C'est pas forcément pareil que quand on a sa famille qui travaille dedans. Puis j'ai une personne du coup qui m'a donné l'occasion de gérer un bistrot directement, où du coup il a fallu faire toute la carte des vins, etc. Et suite à cette expérience-là, je me suis dit bon, je me suis vraiment pas trompé de voie. C'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Puis j'ai eu l'occasion de travailler aussi dans le monde des spiritueux, notamment pour un liquoriste par la suite. Du coup, ça s'est très bien passé. Je suis retourné dans le vin. Enfin, j'alterne un peu entre les deux, permettant de voir un petit peu tout le spectre des vins et spiritueux. Et puis par la suite, j'ai vu justement ce poste d'ambassadeur à la maison du whisky pour représenter Jura, Dalmor, Fettercairn. Fettercairn que je ne connaissais pas plus que ça à l'époque, mais que j'ai découvert et donc j'ai cette chance de pouvoir la représenter justement en France aujourd'hui. Au travers du groupe White & Mackay, du coup, c'est vraiment une belle chance que j'ai. D'accord. Donc, tu rentres à la maison du whisky en 2021, si je me trompe pas. C'est ça, exactement.
Et là, tu rentres en tant que brand ambassadeur. Tu peux nous parler un peu de ce métier pour les personnes qui ne connaîtraient pas? C'est un métier qui est assez marrant, puisque du coup, alors brand ambassadeur, ça parle vraiment pas. Ce qui est le plus simple, c'est de comprendre qu'on est ambassadeur de marque. Et souvent, on me pose la question, on me dit, du coup, t'es commercial. Et en fait, non. Un ambassadeur de marque, c'est quelqu'un qui est là pour représenter la marque au travers de différents événements. Ça peut être dans la vie de tous les jours, notamment par exemple quand on va chez des cavistes. C'est une grosse partie de mon métier, d'aller rencontrer des cavistes, de leur présenter les produits, de leur présenter la marque et en fait leur raconter l'histoire, leur expliquer un petit peu. J'ai la chance de pouvoir aller en Écosse, justement rencontrer les whisky makers, les personnes, en fait les hommes qu'il y a derrière le produit. C'est vraiment la partie qui est très intéressante de mon métier, c'est qu'on n'est pas juste là pour parler de ce qui juste de dire voilà il est vieilli là-dedans et puis il a tel goût. En fait non, on a d'autres choses à raconter en plus, et donc on a l'occasion de transmettre. Moi, je vous parlais de Philippe tout à l'heure, on a l'occasion du coup de transmettre cette passion-là aussi à notre tour, et donc on forme, on explique, on fait découvrir. J'ai l'occasion de faire aussi des masterclass justement avec ces cavistes, donc de faire en fait ce qui m'a donné moi envie d'aller dans le milieu des vins et spiritueux. Puis une autre partie, ça va être de l'activation, d'organiser des événements où justement on va promouvoir la marque au travers d'événements un peu plus particuliers. L'an dernier, j'avais organisé un événement sur Fettercairn qui s'appelle le Fettercairn Month, où tu participais d'ailleurs, où l'idée c'était de faire redécouvrir Fettercairn dans d'autres manières de consommer du whisky, et pas simplement de se dire un single malt écossais, c'est le vendredi soir dans son rocking chair. Non du tout, en fait il y a plein de manières de consommer le whisky, et on avait fait un pairing avec du fromage, on avait fait un atelier cocktail, enfin voilà, l'idée c'était de faire découvrir ça. Et donc ça c'est une grosse partie de mon métier. Finalement c'est pas tant une partie commerciale, c'est plus une partie je vais pas dire éducation parce que ce serait un peu, mais c'est transmission, c'est ça, c'est l'occasion en fait pour les distilleries d'avoir une personne qui transmet ce qu'elles veulent faire, quels sont leurs projets pour l'avenir, et puis quels sont leurs projets actuels aussi sur le terrain du coup en fait. Au plus proche des consommateurs. C'est ça exactement. Et donc, tu représentes plusieurs distilleries d'un même groupe. C'est ça, exactement. Tu peux nous passer rapidement en revue ces distilleries ? On a trois, du coup, je représente 3 distilleries, 3 single malt écossais. Donc, une distillerie quand même plus qu'iconique, qui est Zidalmore. Donc, du coup, single malt écossais, du côté d'Alness, on est vraiment dans le nord de l'Écosse. Une distillerie qui est magique pour son histoire notamment, qui est Jura, où on est sur une distillerie qui a été vraiment faite par des gens, pour des gens en fait, par les habitants de l'île. C'est une toute petite île, Jura. Alors, on n'est pas en France, j'en précise à chaque fois. On est sur une petite île qui est en dessous d'Ayla, où il y a 200 habitants pour 6000 serres, et c'est 200 personnes qui sont dévouées à leur île et qui font tout pour que ça fonctionne correctement. Et la troisième, du coup, qui est le sujet d'aujourd'hui, qui est Fettercairn, où là, du coup, on est sur la côte est. On est un petit peu en dessous d'Aberdeen, en fait. On est au pied d'une chaîne de montagnes qui s'appelle les Cairngorms, l'une des stations de ski écossaises, si certains veulent. Et on est dans un petit village, pareil, on a 150 habitants. C'est assez atypique comme village, puisqu'on est entouré de champs, on a vu sur la montagne. Enfin, c'est assez impressionnant comme lieu. Et vraiment, j'y étais l'an dernier à cette date-là, justement, et je me revois lever le matin avec, du coup, les bouteilles de lait qui sont dans la rue, comme on imagine justement ces filles dans des films, où vraiment avec le laitier qui passe, qui dépose les bouteilles. Enfin, c'était vraiment atypique. Et bon, la distillerie est juste trop chouette. Il y a 14 chez vieillissement. Enfin bref, c'est assez impressionnant comme distillerie. Ouais, j'imagine. Ouais, c'est une vraie immersion en paysage écossais et dans une distillerie typiquement écossaise. Et tu peux nous raconter un peu son histoire, comment s'est développé Fettercairn C'est une distillerie qui a une histoire qui est assez surprenante, puisque c'est un énorme paradoxe en fait. Fettercairn, c'est quand même une distillerie qui est assez ancienne. On est fondé en 1824 par Alexander Ramsay. C'est la deuxième à avoir la licence officielle. Donc en fait, c'est la deuxième distillerie à avoir le droit légalement de faire du whisky. La première étant en 1821. Donc si mon côté juriste qui va ressortir, si on parle que de droit, que de loi, c'est la deuxième plus vieille distillerie d'Écosse. Ce qui n'est pas le cas en réalité, parce qu'il y avait d'autres distilleries auparavant qui faisaient déjà du whisky, mais légalement. C'est la deuxième. Je trouve ça assez chouette comme anecdote. Et il faut savoir qu'en fait, elle est fondée justement par Alexander Ramsay, puisqu'il a cette vision du whisky comme produit noble. Et il n'arrivait pas vraiment à comprendre le fait qu'on fasse du whisky de manière illégale, donc il va tout faire justement pour pouvoir faire ça. Il y a la reine Victoria qui va venir faire l'inauguration de la distillerie. Je t'en parlerai après, tu vas vite comprendre pourquoi. Et en fait, Alexander Ramsay, du coup, va construire la distillerie sur un ancien moulin.
D'accord. Je parlais des cairngorms, justement, de cette chaîne de montagne. En fait, à Fettercairn, du coup, il y a la source qui part des cairngorms, qui passe sous le village de Fettercairn, c'est une rivière qui s'appelle le Colcote. Et j'en discutais avec le manager de la distillerie, apparemment, du coup, on peut marcher. Elle passe sous l'eau, sous le village. Il y a 1,40 m de hauteur, donc en rampant, on peut se balader sous le village. Ce qu'il m'expliquait quand il était petit, du coup, c'est ce qu'il faisait. Et cette rivière, du coup, le Colcote, elle ressort, du coup, au niveau de la distillerie, puisque là où la distillerie était construite, c'était un ancien moulin, ce que j'expliquais, qui était irrigué, du coup, avec l'eau, justement. Et même ça, enfin, cette eau-là, du coup, mais j'en reparlerai un peu après, mais elle nous sert encore aujourd'hui, hein, notamment dans la création de notre whisky. Et en soi, du coup, 1824, création de Fettercairn. Donc, on a une nouvelle distillerie qui va être revendue 5 ans plus tard à une famille qui s'appelle les Gladstone. John Gladstone, du coup, qui va devenir propriétaire de la distillerie, c'est une personne que les gens connaissent pas forcément. En revanche, son fils, William, du coup, lui, va être 4 fois Premier ministre de l'Écosse. Donc, du coup, les gens connaissent un petit peu plus William Gladstone, et c'est notamment lui qui va abolir les taxes sur le malt. Voilà. 2-3 petits... Le fait d'avoir la famille dedans, peut-être que ça joue un peu. Ça peut aider. Exactement. Et du coup, je vous expliquais du coup que les Gladstone rachètent la distillerie, et en fait, Fettercairn, c'est une distillerie que les gens connaissent pas forcément, pour la simple et bonne raison que on est vraiment sur la distillerie écossaise classique à l'époque. En fait, c'est des distilleries qui font du blend principalement, donc on n'a pas d'embouteillage officiel fait par la distillerie, donc des blends, donc on utilise des jus de différentes distilleries ensemble pour faire un whisky, et à l'opposé justement des single malt quand tout vient de la même distillerie. Donc on n'a pas forcément ça, en fait, on a une toute petite partie de single malt qui est faite, mais qui est consommée par William Gladstone, du coup, lors des repas mondains, des dîners d'affaires, donc whisky un peu élitiste, en fait, à l'époque, on peut le dire. Et ça va changer, mais dans les années 50, beaucoup, beaucoup plus tardivement, puisque dans les années 50, les ingénieurs de Fettercairn vont repenser, en fait, la manière de faire du whisky. On se posait la question de comment faire pour mettre en avant, justement, notre distillat de base, pour mettre encore plus en avant ses caractéristiques. Et donc, on va aller chercher comment faire pour avoir un alcool le plus fin possible, en fait, notre distillat, pour qu'il soit plus fin et qu'il soit plus fruité possible. Et donc, cette rivière, le Colcote dont je parlais tout à l'heure, on s'en sert justement puisqu'on va aller diffuser de l'eau sur la paroi extérieure de l'alambic. Ouais, ça, c'est vrai que c'est complètement unique dans le monde du whisky. C'est exactement. Non, c'est assez. En fait, c'est un système qui est pas forcément très compliqué, mais fallait y penser. Parce que l'intérêt, en fait, c'est qu'à Fettercairn, du coup, les alambics sont très hauts. Ils font quasiment 4 mètres de haut. Et en fait, cet anneau de refroidissement qui, du coup, fixé en haut de l'alambic, vient diffuser de l'eau sur la paroi extérieure. Ce qui fait que, du coup, ça fait une différence de température entre la base de l'alambic, là où, du coup, l'alcool chauffe, et le haut, là où, du coup, on récupère les vapeurs d'alcool. Ce qui fait que, on a un système de condensation qui se fait naturellement au final. Et donc, on récupère que les vapeurs d'alcool les plus volatiles. Et en fait, plus une vapeur est volatile, plus l'alcool contenu par la suite est fin. Donc, c'est une manière, voilà, il fallait juste y penser, mais du coup, maintenant, on a une manière de distiller qui est unique au monde et qui va vraiment mettre en avant justement ce côté-là qu'on a sur Fettercairn, ce côté vraiment la finesse de l'alcool, ce côté fruité, enfin voilà, c'est... Le processus, ça, c'est chouette à voir aussi d'ailleurs. Je sais pas si je t'avais déjà montré ou si tu as déjà eu l'occasion de voir. Ceux qui nous écoutent peuvent regarder sur internet, taper Fettercairn alambic, vous allez voir, du coup, le cuivre est devenu bleu, enfin, c'est oxydé, du coup, avec le contact avec l'eau, c'est très très joli visuellement. Ouais, j'avais vu des photos et ouais, c'est vrai que c'est très 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 beau et assez étonnant puisque c'est la seule effectivement distillerie où il y a cet anneau et cette eau qui ruisselle le long de l'alambic, quoi. Ok, et tu nous parlais justement un peu des grandes caractéristiques de Fettercairn. Quelles sont-elles? Et on imagine aussi que cette manière de distiller crée un distillat qui est complètement unique. Quoi, les grandes caractéristiques à la fois de la distillerie et puis à la fois du jus qui sort de l'alambic? Sur la distillerie, avant même de parler de côté un peu profil aromatique, il y a quelque chose qui est quand même assez particulier. Sur la distillerie, déjà, on a 14 chais de vieillissement. C'est que des Dunnage. Alors, certains doivent se poser la question de ce que c'est qu'un Dunnage. Un Dunnage, c'est un chai de vieillissement où du coup on va empiler les fûts jusqu'à 3 fûts de hauteur et il va faire les températures comme une cave à vin habituelle. Il va faire 13 degrés, 70% d'humidité. Voilà, c'est dans cet esprit-là. Donc, ce qui fait aussi une des forces de Fettercairn, c'est que on a plein de vieux whisky qui dorment depuis très très longtemps. Enfin, depuis les années 50 en fait. Au final, le plus vieux qu'on a en ce moment, il est 65. Donc, bon, ça commence à le faire un peu. Et malgré les différents âges, les différents vieillissements, en fait, Fettercairn, on est sur une distillerie qui va vraiment être caractérisée par des notes de fruits tropicaux qu'on va retrouver dans toutes les expressions. Elles vont légèrement changer en fonction des vieillissements qu'on va faire, bien évidemment, mais on aura toujours cette trame sur le fruit.
Et puis cette manière distillée qui fait qu'on a un alcool qui est particulièrement fin, c'est aussi ça qu'on va retrouver sur Fettercairn. Un alcool qui est toujours très bien intégré, qui est vraiment sur la finesse, et où du coup on a juste ce qu'il faut pour que ça nous apporte de la longueur, de la complexité, mais pas un alcool qui va chauffer ou agresser le palais directement. Vraiment, juste pour mettre en avant en fait ce côté un peu fruité. Et ce qui est assez marrant au final, puisque quand on regarde le distillat dès le départ, c'est vraiment ça, on sort en sortie d'alambic, on a 63,5. J'ai eu la chance de le goûter. Ça fait partie des rares new make, des distillats que je pourrais boire seul. J'en bois pas tous les jours non plus, mais en vrai, vraiment, on a déjà cette finesse. On a ce côté un peu poire, pas totalement mûr en fait, qui est déjà, en fait, on a déjà énormément de fruits, beaucoup de fraîcheur. Puis on a un petit peu d'épices aussi, mais qu'on voit vraiment se développer sur des vieux comptes d'âge de Fettercairn. On a ce côté épicé qui va ressortir par la suite. D'accord. Et en matière de vieillissement, tu disais qu'il y avait un nombre assez important quand même de chais. En termes de fûts, vous utilisez une grande variété de fûts ou vous vous concentrez sur quelques expressions, je dirais, en particulier? La chance qu'on a du coup d'avoir 14 chais de vieillissement, c'est surtout d'avoir 33 000 fûts qui dorment en permanence. Ça fait quand même un petit nombre de fûts. On n'a pas 33 000 fûts similaires. L'idée, c'est justement, on a 2 chais de vieillissement où on travaille un peu plus la partie expérimentale, notamment le chai de vieillissement numéro 2, où du coup, en fait, on va utiliser des fûts ayant contenu des alcools différents, de tailles différentes. Il y a ce côté innovation qui est très propre à la distillerie aussi. On l'a vu avec la manière distillée, mais c'est ce côté de recherche aussi par la suite de nouveaux vieillissements, des choses un peu différentes. J'ai eu la chance de goûter des vieillissements dans des quarter casques de pale ale. Enfin, voilà, c'est des choses un peu surprenantes qui sont très très bonnes, mais c'est un peu surprenant quand même. Et on va quand même avoir une belle trame de bourbon de manière générale, mais ça, beaucoup de single malt écossais travaillent le bourbon. Et on travaille beaucoup le bourbon du coup. Et puis bah voilà, tous ces parties, on a des fûts de vin qui viennent de 4 coins du monde. On a des fûts de rye whisky, donc des whisky de seigle, des fûts de bière avec des tailles différentes. Enfin, ça c'est un fût de cognac aussi. Enfin bref, il y a plein de choses qui dorment dans la distillerie et qui attendent qu'une chose, c'est d'être mise en bouteille, quoi. Beaucoup d'expérimentation. Parce que c'est vrai que on peut se dire que c'est une distillerie écossaise, je dirais assez classique dans son fonctionnement. Mais il y a déjà cet anneau de refroidissement qui est assez innovant encore aujourd'hui. Et puis en matière de travail sur les fûts, il y a beaucoup de choses qui se font. Donc finalement, c'est une distillerie qui est très contemporaine, je dirais, dans son approche du whisky, non? Il y a vraiment cette idée de modernité quand même sur Fettercairn. Il y a une vision déjà qui se fait à très long terme. Je pense que tu as dû en entendre parler du projet The Forest, justement. On pourra peut-être en parler un peu après si tu veux, mais du coup, il y a vraiment cette volonté d'aller proposer des whiskies qui soient dans l'air de son temps. Alors c'est assez compliqué quand même, puisque nous, l'un des plus jeunes qu'on a, c'est 12 ans. Faut anticiper l'ère du temps 12 ans avant. Le plus vieux, je t'ai dit 65, et le plus vieux embouteillé qu'on a, c'est 50 ans. Faut anticiper un petit peu, mais il y a un bel équilibre entre cette recherche de modernité, de nouveauté, et aussi ce côté traditionnel. Être capable de conjuguer les deux, c'est vraiment pas évident. Mais il y a cette possibilité justement à Fettercairn de garder une tradition, de garder un savoir-faire, de vouloir transmettre aussi ce savoir-faire, tout en proposant des choses nouvelles en permanence. Je pense à la collection des Warehouse par exemple, qui est à mon avis le meilleur exemple en fait finalement de cette recherche de nouveautés permanente, tout en ayant cette trame de tradition présente. Mmh. Ah oui, effectivement, sur votre gamme, vous avez un cœur de gamme classique avec un 12 ans, un 18 ans, un 22 ans d'âge. Et après, vous avez effectivement d'autres références qui sont, je crois, toutes des éditions limitées sous la gamme Warehouse 2 avec beaucoup d'innovation. Tu peux nous présenter un peu la gamme de Fettercairn? On a, alors sur la gamme classique du coup, parce qu'on a des comptes d'âge aussi dont je te parlais tout à l'heure, donc des 40, des 46, des 50. Mais sur la gamme classique, on va du 12 ans au 22 ans, et du coup, on va avoir un 12 ans, un 16 ans, qui du coup est une édition limitée puisque c'est une annuelle, c'est une sortie annuelle. Ouais. Donc, même chose, il y a ce côté réinterprétation, en fait, du style du 16 ans chaque année. Un 18 ans, un 22 ans dont je te parlais, donc qui eux vont travailler le bourbon principalement, avec des finishes un peu particuliers, sauf sur le 12 ans et le 22 ans, on travaille que du bourbon. Et puis on a la collection des Warehouse dont on parlait aussi, où du coup, là, on est vraiment par contre sur des éditions limitées, où on est déjà au 4e batch, du coup, maintenant. Où l'idée c'est de pouvoir se dire voilà, en fait on a fait vieillir du Fettercairn dans différents fûts et on va les mettre en bouteille pour faire quelque chose, proposer un nouveau whisky. Et ça c'est possible parce qu'on a une personne chez White & Mackey qui travaille avec nous qui s'appelle Greg Glass,
C'est un nom qui parle pas forcément aux gens. Quand je leur explique qu'en fait c'est l'ancien Master Blender de chez Compass Box, les gens font ah ok d'accord. Et Greg Glass en fait avec la collection des Warehouse a voulu refaire un espèce de Compass Box en fait au sein de Fettercairn directement, où l'idée c'est que dans chez Vieillissement numéro 2 il se balade, il écoute, il essaye et il se dit bon bah voilà ça et ça va être sympa avec ça. Et l'idée c'est que sur la collection des Warehouse on va pas prendre en compte l'âge, c'est vraiment pas cet objectif là. Ce qu'on veut mettre en avant c'est vraiment les fûts. Parce que 70% du résultat final, finalement, ça vient des fûts qu'on utilise sur la palette aromatique. Et même sur les degrés d'alcool, en fait, il n'y a jamais un degré d'alcool qui sera similaire. L'idée, c'est d'embouteiller au degré qui permettent justement la meilleure expression du profil aromatique qu'on va chercher. On va vraiment chercher en fait une saveur, plutôt que d'aller chercher un compte d'âge à ce moment-là. D'accord. Et tu le disais, effectivement, il y a un personnage emblématique qui est Greg Glass, qui aujourd'hui... fait beaucoup avancer Fettercairn. Il a plusieurs projets innovants et dont un autour du chêne écossais. C'est ça exactement. Ce qui est quand même très intéressant puisque aujourd'hui les fûts qui sont utilisés viennent des quatre coins du monde. On a des fûts de Bourbon naturellement, mais on a aussi des fûts de vin qui viennent de différentes régions viticoles. Et il y a pas ou peu de travail autour du chêne écossais. C'est un vrai axe de développement pour la distillerie. C'est un projet quand même d'envergure et important pour les années à venir. Tu peux nous en parler aussi ? Avec grand plaisir. En fait, il y a une raison pour laquelle aussi le chêne écossais n'est pas forcément beaucoup utilisé, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de chêne en Écosse. Faut le garder en tête. On oublie, parce qu'on voit nos forêts françaises, justement, où on a pas mal de chênes, et on se dit, mais en fait, en Écosse, il y en a très très peu. Et c'est pas parce qu'on a du chêne que tous les chênes sont bons pour faire des fûts. Et en fait, l'histoire de ce projet, elle est vraiment chouette parce que elle remonte en fait il y a 15 ans, où en fouillant dans les archives de la distillerie, en fait, on a retrouvé les plans de la distillerie lors de la fondation. Et à Fettercairn, du coup, il y avait une forêt qui a été rasée par la suite. Maintenant, il y a que des champs partout. Donc, très cool pour nous parce que ça nous permet d'avoir l'orge qui vient à moins de 50 km de la distillerie. Mais on n'a plus de forêt, on n'a plus de fûts. Et Greg Glass, il a une passion pour le travail du bois de manière générale. La première fois que je l'ai rencontré, il avait une planche de bois et une scie circulaire dans la main. Je fais ok, d'accord. Et l'idée, c'est de se dire que un jour ou l'autre, on pourra plus fournir des fûts de Bourbon, des fûts de vin. Un jour ou l'autre, on va plus pouvoir continuer de raser des forêts sans les replanter, sans en prendre soin. Et puis surtout, en dehors de ça, c'est quand même un impact écologique qui est assez désastreux. Et donc, en fait, quand on a retrouvé justement les plans de la distillerie, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on replanterait pas une forêt nous aussi? En se disant, on sait très bien que c'est pas pour aujourd'hui, mais ça fait partie de l'ADN de Fettercairn. C'est une vision justement sur du long terme. En se disant, on va planter nos chênes. Et puis comme ça, un jour, on pourra faire nos propres fûts à la distillerie. Et ça, c'est tout le projet, justement, et qui a mis beaucoup de temps, en fait, à se mettre en place parce que on a beaucoup de champs, j'ai expliqué, et cette partie-là de l'Écosse, en fait, on les appelle les jardins de l'Écosse, parce que c'est une grosse partie de la production agricole pour l'Écosse. Et donc, il a fallu réussir à équilibrer, en fait, on retire des champs, donc on réduit la production agricole, donc potentiellement, on va créer d'autres problèmes alimentaires par la suite. Et on remet des forêts, donc ça c'est cool, parce que on n'a pas assez de forêts en Écosse. Et donc, il a fallu équilibrer ça. Donc, du coup, il y a tout un travail qui a été fait en partenariat avec le gouvernement, avec la région, voilà, etc. Pour justement planter nos premiers chênes, et ça c'est arrivé en 2019. Voilà, on a pu je me souviendrai toujours du jour où du coup j'étais à la distillerie, on m'a dit viens, on va aller voir la forêt, tu vas voir, elle est à 10 minutes à pied. La balade est très très chouette. Les arbres faisaient 20 cm de haut à peine, mais vraiment à peine. Tu t'attends. En fait, on te dit la forêt, donc là, du coup, tu te dis, tu t'attends à une forêt, et puis après, tu te rappelles qu'en fait, ça a été planté il y a 2 ans, et que non, forcément, ça pousse pas aussi vite que ça. Et puis, c'est un projet sur du long terme aussi, puisque du coup, l'idée par la suite, c'est de planter 13 000 hectares, quand même, de forêt. Donc, on va pas tout planter d'un seul coup, mais au fur et à mesure, du coup, il y aura de plus en plus de chênes qui vont être plantés. Et puis, il y a quand même aussi cette idée de se dire qu'on va le gérer. Donc, il y a des gens il y a une dimension un peu sociale, en fait, aussi, dans ce projet. Il y a des gens qui, du coup, sont embauchés exprès pour, superviser la forêt, être sûr et certain que les arbres poussent correctement, qu'il n'y ait pas de problème, que une forêt en fait ça s'entretient au final. Et puis c'est bien d'avoir des chênes, mais par la suite il faut en faire des fûts. Et on avait une tonnellerie avant à Fettercairn qu'on n'utilisait plus parce que notamment c'était un peu compliqué et on n'avait pas forcément le besoin. Et du coup là justement on est en train de retravailler pour réouvrir cette tonnellerie, pour reformer des gens au métier de tonnelier, etc. Donc
c'est tout un projet qui est pour la distillerie assez important puisque ça nous permet d'avoir nos propres fûts de chêne par la suite, mais qui s'inscrit dans une démarche qui est plus grande que la distillerie au final. Ouais. Avec énormément de savoir-faire qui vont être concentrés au même endroit sur la même mission, quoi. C'est ça. Et justement, puisqu'on parle de savoir-faire, c'est toute la partie un peu technique aussi, puisqu'au final, il y a peu de distilleries qui ont fait des vieillissements en fût de chêne écossais, et surtout en fût de chêne neuf, qui m'a marqué beaucoup plus. Donc nous, on a sorti notre première édition du Fettercairn 18, qui justement met en avant ce projet, qui est sorti là en septembre 2022, pour justement expliquer un petit peu plus notre démarche sur The Forest. Et on est sur un whisky qui est assez atypique, parce qu'on a quand même 16 ans de vieillissement en fût de Bourbon, mais quasiment 2 ans de finish en fût de chêne écossais neuf. Et c'est assez atypique, en fait. On n'a pas goûté quelque chose comme ça, à moins d'avoir déjà goûté un Fettercairn 18 ou d'avoir eu la chance de goûter d'autres expressions d'autres distilleries potentiellement qui sont vieillies en fût de chêne écossais neuf. Ce qui est assez rare au final. On n'a pas goûté un whisky qui a ce profil-là aromatique. Et donc c'est très surprenant et il y a beaucoup de travail à faire là-dessus justement parce que on va changer aussi le goût par la suite. Les consommateurs vont pas forcément avoir l'habitude de goûter ce genre de choses, donc il va falloir aussi éduquer sur ce que c'est qu'un whisky vieilli en fût de chêne écossais. Parce que on a l'habitude du Bourbon avec ses petites notes de vanille, mais le chêne écossais ramène beaucoup d'épices, c'est beaucoup plus sec, on a vraiment les tanins du bois, c'est très très chouette, c'est très surprenant, il y a une belle longueur en bouche, mais c'est une surprise. On s'y attend pas en fait quand on goûte ça pour la première fois. Ouais, c'est tout un nouveau pan de Fettercairn qui sera à découvrir dans les prochaines années, quoi. Là, tu nous as fait un petit tour d'horizon, je dirais, de la distillerie et de ses projets. Toi, particulièrement, qu'est-ce qui te plaît chez Fettercairn ? Moi, ce que j'aime beaucoup à Fettercairn, c'est la proximité qu'on peut avoir avec les whisky makers. Faut imaginer que du coup, le manager de la distillerie, ça fait 30 ans qu'il travaille à la distillerie. Il a commencé tout en bas, maintenant c'est lui le manager de la distillerie. Et je repense à ce voyage justement où j'avais fait, où en fait quand tu sors de la distillerie, t'as une première maison, la deuxième c'est la sienne. Tu vois, enfin et tout le monde est ultra investi à Fettercairn. Tout le monde, toutes les personnes qui sont là sont heureuses de travailler et parce qu'on sort un whisky qui est juste magnifique en fait. Moi j'aime beaucoup le côté élégant, qu'on peut retrouver sur toutes les expressions, que ce soit du Fettercairn 12 qui est notre entrée de gamme, au Fettercairn 50, c'est des choses qui sont vraiment surprenantes. Et il y a une vision aussi tournée vers l'avenir en fait. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on n'est pas sur une distillerie qui reste figée, qui dit ça fonctionne, pas besoin de faire plus, ça fonctionne, on s'arrête là, c'est très bien. Il y a cette volonté de créer, d'innover en permanence que j'aime beaucoup du coup sur cette distillerie. Et puis c'est un challenge aussi, les gens ne connaissent pas Fettercairn, donc il faut faire découvrir Fettercairn aux gens. Donc même du coup personnellement, il y a plein de choses en fait. Il y a la proximité qu'on peut avoir avec les whisky makers, la qualité des produits, mine de rien, faut pas l'oublier. Je suis passionné par les vins et spiritueux, mais je sais très bien que si j'aimais pas mes produits, j'aurais un petit peu de mal à en parler. Là, j'ai la chance de pouvoir communier en fait entre ma passion et puis une super distillerie en fait. Donc c'est très très chouette. Et oui, pour finir, le profil aromatique de Fettercairn et ses idées. Il y a plein d'idées. Quand je vois la collection des Warehouse, dont je suis particulièrement fan, cette idée de vouloir innover, de proposer de nouvelles expressions avec des vieillissements un peu atypiques à chaque fois, c'est hyper intéressant. Ok, ouais, vraiment très intéressant. C'est vrai que c'est une distillerie qui est vraiment passionnante. Écoute, on arrive à la fin de cet entretien. J'ai encore quelques questions. Quel est ton spiritueux préféré en dehors du whisky ? Tu m'aurais posé la question il y a quelques mois, je t'aurais dit j'ai vraiment du mal avec les rhums blancs. Et en fait, ça c'est grâce à un ami qui m'a fait découvrir un Savannah Grand Arôme. Je fais ok, moi il y a des choses, c'est pas mon spiritueux préféré pour l'instant, mais je pense qu'il va le devenir. Pour l'instant, on reste quand même sur le Calvados. C'est mon côté un peu chauvin qui ressort, mais vraiment, je trouve qu'il y a des belles choses. C'est une catégorie, c'est un spiritueux que les gens ne connaissent pas forcément. On a vraiment cette image du Calva en digestif fait par papy, alors qu'il y a des choses qui sont très très intéressantes avec des vieillissements qui sont vraiment impressionnants et qu'on devrait découvrir et tendre un peu plus facilement l'oreille peut-être au Calvados justement. Ouais, c'est vrai. Quelle est ta plus grande claque de dégustation ? Ah, ça c'est dur comme question. Ma plus grande claque de dégustation. Mais je me demande si j'ai eu la chance de goûter
une constellation de chez Dalmor. Ça joue, alors le contexte aussi aide, puisque du coup, on est dans un espace un peu privatisé. Enfin, vraiment, t'es en petit comité, donc c'est pas comme quand t'es sur des salons, genre le Whisky Live, tu vois. Où du coup, là, t'as plein de gens, c'est un peu différent. Là, vraiment, on était posés. C'est une immense claque parce que l'histoire de ce whisky est juste hallucinant, en fait, quand on t'explique que c'est Richard Patterson, que à 26 ans, on lui a filé les clés de la distillerie en disant, tiens, vas-y, on te fait confiance. Et puis quand on voit la personne que c'est devenu maintenant, de comprendre que ces constellations, c'est justement ce qui lui a permis de devenir qui il est maintenant, on goûte un peu plus qu'un whisky, en fait. On goûte vraiment une part d'histoire. Et je trouve ça assez impressionnant. Je pense que la Dalmor Constellation 80, c'était quand même, c'était une belle claque que j'ai pu prendre. Puis il y en a une autre aussi, mais là c'est plus le contexte où du coup on était à Fettercairn justement. Moi, sur le 46 ans de chez Fettercairn, c'était la première fois que je goûtais un whisky aussi vieux dans ma vie. Et j'ai fait ok, d'accord, c'est ça le vieux whisky. Parce que bon, on connaît tous les 12 ans. En fait, on en voit partout. Maintenant, on a pris l'habitude. Et puis du coup, on goûte ce 46 ans et le manager de la distillerie nous explique un petit peu l'histoire. Et puis en fait, c'est le moment où je réfléchis, je dis 46 ans, je fais mon père avait 13 ans, quoi. Je fais ok, c'est vraiment surprenant. Puis bon, sur la profil aromatique, on peut en parler, mais quand on est sur l'épice, voilà, du fruit, le côté un peu orange, voilà, des choses très chouettes. Mais vraiment, je crois que c'est ça, c'est le fait pour la première fois de goûter un comte d'âge et qu'on m'explique et de comprendre l'histoire qu'il y a derrière ces whisky où vraiment j'ai fait ok. C'est impressionnant. Si tu ne pouvais boire qu'un seul et unique whisky pour le reste de ta vie, quelle référence de Fettercairn ce serait ? Je vais avoir des goûts de luxe, mais je pense que ce serait le Fettercairn 22 quand même. 22 ans. 22 ans, ouais. Ok. Parce qu'on est un petit peu plus fort en alcool, on est à 47. Il y a un côté ananas, banane, un peu crémeux que j'aime beaucoup, et en fait, qui du coup match à peu près à n'importe quel moment. C'est-à-dire que si tu veux le prendre en apéritif, tu peux le prendre en apéritif. T'as envie de le prendre en digestif, tu peux le prendre en digestif. Moi, je sais que j'aime bien faire des accords, mais whisky. On avait fait fromage ensemble. Avec du fromage, ça passe très bien. Sur un dessert, ça passe très bien. Sur un poisson, ça passe très bien. Enfin, en fait, c'est un whisky qui peut vraiment être bu à n'importe quelle occasion. Et je pense que je serais sur un 22 ans. Ok. Écoute, on arrive à la fin de cet entretien. Merci, c'était vraiment très intéressant à la fois de découvrir ton parcours et puis de découvrir cette distillerie qui nous réserve de belles surprises à l'avenir. Où est-ce qu'on peut retrouver Fettercairn ? J'ai envie de te dire, chez tous les bons cavistes, non, on va beaucoup en cave. Vous ne trouverez pas en grande distribution, c'est présent que chez les cavistes spécialisés, excusez-moi. Sur Internet aussi, pour ceux qui ont plus l'habitude de commander, notamment le site de la Maison du Whisky, sur whisky.fr. Et vous pouvez le retrouver à peu près partout en cave, en fait, au final. Super. Écoute, un grand merci. Avec grand plaisir, merci de ton accueil. Et une prochaine fois. À une prochaine. Eau de vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin, presque. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à noter Eau de vie 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager. C'est ce qui nous aide à gagner en visibilité et nous encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers des vins, des spiritueux et du monde de la boisson en général, rejoignez-nous sur Speakeasy, le lien est dans la description. Merci encore et à la semaine prochaine.